bien sûr, la Syrie s'est opposée à cette décision. La Russie aussi s'y est opposée, la Chine aussi. Donc, on va avoir aussi on voit qu'il y a toujours des manipulations pour faire durer, d'une part, la guerre en Syrie et comment dire, chercher une légitimation à un bombardement de la Syrie, un bombardement voilà, occidental. Tout à fait. Donc, je tiens à dire aussi que l'aéroport de Damas, en fait, les alentours, les environs de l'aéroport de Damas ont été aussi bombardés par les Israéliens. Au démarrage de l'opération Sud, de l'opération de Dera, parce que aussi pour venir en aide aux terroristes qui étaient dès le début en grande difficulté. Il faut noter aussi la présence de médicaments et de munitions israéliennes et occidentales découvertes par l'armée syrienne, hein, c'est ce que vous me disiez. Hein. Toujours, tout à fait. Il y a tout un tas effectivement de produits israéliens, que ce soit des médicaments, des produits chimiques, et en pléthore de produits chimiques, et des armes, des munitions, mais aussi pléthore d'armes et de munitions fabriquées aux États-Unis et fabriquées en Israël. Donc, ça montre effectivement que c'est qui tire profit et qui tire les ficelles de cette guerre contre la Syrie. On a aussi, il y a quelques jours, 2 enfants blessés par des tirs terroristes à proximité de Dera. C'est ce que vous m'aviez signalé. Hein. Oui, tout à fait. Alors, les terroristes tirent sur la ville de Dera aussi et tirent sur les lieux qui ont été libérés sur la population civile, des missiles et des obus qui tombent dans les lieux qui ont été libérés. Bon, bien sûr, ça ne fait pas peur à la population puisqu'elle a fait son choix complètement. Et malheureusement, il y a des victimes innocentes qui en payent les frais. Mais les terroristes visent ça. Et je vous rappelle quand même qu'à Damas, à chaque fois que les terroristes étaient en difficulté, ils tiraient sur la population à Damas. Ils tiraient sur la sortie des écoles, ils tiraient sur les restaurants, sur les églises, sur les mosquées. Donc maintenant, effectivement, avec la libération de la Ghouta complètement, Damas souffle vraiment et complètement relaxé, je peux dire. J'ai d'ailleurs un ami qui vient de revenir, alors qu'il y était allé avant et qui vient de revenir de Damas. Il m'écrivait aujourd'hui: oh, mais c'est magnifique la vie à Damas maintenant. Tu n'entends plus les tirs. On ne craint plus les bombardements ou des tirs de missiles, etc. Bon, donc on a vécu quand même des années sous ce joug-là. Hein. Et il y a eu des milliers de missiles et d'obus, avec la grande complicité internationale, la grande complicité des médias mainstream qui n'en parlaient jamais. Donc là, j'aimerais bien voir des médias mainstream qui parlent justement des terroristes qui sont en train d'envoyer des obus et des missiles sur les civils à Dera. Ça, on n'en parle pas. Alors, il y a autre chose aussi dont les Occidentaux s'agardent bien de parler, c'est cette mise en état d'alerte des forces israéliennes dans le Golan, occupé toujours, hein, justement parce que l'armée syrienne est en train de détruire en fait cette armée de proxy terroristes au service des intérêts israéliens en Syrie. Hein. Et ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que quand on regarde la carte, de l'évolution de la bataille, ce qu'on remarque,
c'est le fait que les zones terroristes, même les zones rebelles, sont adossées aux zones qui sont occupées soit par l'armée israélienne, soit par la Jordanie. En sachant que la Jordanie est le jouet des Israéliens et que si les Israéliens ne peuvent pas diriger ou en tout cas livrer leurs armes et leurs munitions aux terroristes par le Golan, ils passent évidemment par la Jordanie, hein, c'est une évidence. En tout cas, c'est la preuve matérielle, c'est la preuve visuelle que les terroristes sont bien les proxys israéliens. Israël, tout à fait. Tout à fait, c'est l'armée israélienne qui avance en fait, c'est des proxys d'Israël. Mais aussi, il y a les ordres et les comment dire, l'ensemble des ordres qui leur arrivent d'Israël avec dans les renseignements, avec une base de données d'objectifs à atteindre et d'objectifs à abattre, hein, comme toutes les lignes de défense syriennes et qu'ils ont commencé par abattre dans l'année 2012. Hein. Que je sache, si c'était une révolution, ils n'avaient pas à détruire l'ensemble des lignes de défense syriennes aux frontières de l'état d'occupation d'Israël. Donc ça, ce sont des preuves réelles. Et je tiens au fait à cette occasion de dire que notre peuple dans le Golan ne rate pas une occasion pour exprimer cette solidarité avec l'armée arabe syrienne, avec le président Assad et espérant que la libération du Golan arrive bientôt. Je voudrais aussi dire un deuxième point qui est très important, c'est que en ces 3 jours, il y a eu 2 appels de Netanyahou pour remettre en vigueur complètement les forces de l'ONU UNDOF qui avaient été en fait kidnappées par les terroristes et Israël s'était bien accommodé de la présence des terroristes à ses frontières, alors que maintenant que c'est l'armée syrienne qui revient, qui recouvre l'ensemble de ces territoires, Israël insiste sur le fait qu'il faut respecter cet accord de séparation des forces qui existe depuis 1974 et que toutes les parties devraient le respecter. Donc, Israël est très très inquiet de l'avancée de l'armée syrienne en Syrie et contre les terroristes et regrette beaucoup la présence des terroristes et leur donne un coup de main fort maintenant en leur envoyant une grande cargaison de munitions et d'armes donc au sud-ouest de Deraa. Voilà. Alors Essar, vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai failli ne pas vous laisser évoquer ce point, hein, mais vous l'avez fait puisque en fait nous allions évoquer le même point ensemble. C'est celui de l'OIAC, donc je vais revenir sur l'OIAC qui vient effectivement d'obtenir des pouvoirs élargis qui sont illégitimes hein, sur le plan de la justice internationale, hein, de la représentativité des pays dans cette organisation. Hein. C'est que elle pourrait bien, cette décision occidentale d'élargir les pouvoirs de l'OIAC pourrait bien faire partie d'un processus qui vise en fait au final à légitimer une attaque occidentale contre la Syrie à partir d'un autre false flag à l'arme chimique comme celui qui s'est produit à Douma. Et alors l'intermédiaire en fait c'est une nouvelle affaire d'empoisonnement de 2 civils anglais à côté de Salisbury hein, d'ailleurs, hein, à proximité de là où on a eu l'affaire Skripal. Donc visiblement l'affaire Skripal a été un fiasco pour la diplomatie britannique. Alors ils essayent de nous ressortir un espèce de réchauffé de cette affaire avec 2 citoyens anglais soi-disant victimes du Novichok. Hein, d'ailleurs la dernière dépêche de RT France, hein, c'est Royaume-Uni, le Kremlin s'inquiète du nouveau cas d'empoisonnement au Novichok
à Mesbury, qui se trouve à quelques kilomètres de Salisbury. Donc, ça veut dire que là, apparemment, les Britanniques essayent de nouveau d'attaquer l'honneur et la respectabilité russe pour pouvoir, en fait, entamer ensuite la respectabilité syrienne dans le but de déconsidérer les Russes dans la perspective d'un false flag alarme chimique qui déboucherait sur un bombardement occidental contre la Syrie. En sachant que les Américains sont quand même en difficulté, hein, malgré leur arrogance, le fait qu'ils occupent des pans entiers du territoire syrien, hein, à travers la base de Al-Tenf, et puis il y a celle de plusieurs bases à l'est de l'Euphrate. Hein. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, vous faites bien d'en parler. De toute façon, les Américains avaient fait d'ailleurs aussi à plusieurs reprises des déclarations comme quoi ils n'allaient plus soutenir les terroristes puisque ceux-là, ils étaient en train de s'écrouler et en train de perdre, de perdre complètement. Donc ça, c'est aussi une manière de les vendre, mais aussi une autre manière pour les Américains pour se sortir de ce bourbier en disant nous, on n'y est plus pour rien. On aidait seulement les terroristes, mais comme ils n'ont pas été à la hauteur qu'ils appelaient d'ailleurs, je rappelle, ils les appelaient l'opposition modérée. Hein. Ouais. Et donc, comme maintenant, on voit que toutes les 110 ou les 130 organisations sont pareilles et elles sont toutes issues d'Al-Qaïda, elles ont toutes la même racine. Al-Qaïda, et ils sont tous terroristes, quelle que soit la variante des noms. Là, ils essayent de partir. Les Américains essayent de dire on va plus les soutenir. Et je crois que c'est aussi une manière d'essayer de se sortir du bourbier dans lequel ils se sont mis. Mais quand même, c'est aussi une manœuvre politique pour dire non, on n'intervient plus. Mais en fait, en réalité, la cargaison d'armes qui est arrivée aujourd'hui, elle ne pouvait pas arriver, qui est arrivée hier, pardon, elle ne pouvait pas arriver sans le feu vert des Américains. Donc en fait, on ne les soutient pas, mais on pousse Israël et on pousse les autres à les soutenir. Et ça, c'est la politique américaine, comme toujours. Elle agit en deuxième plan ou par derrière, en poussant d'autres pays à se mettre en face, en avant. Alors, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais Essar, est-ce que finalement cette fourberie américaine ne s'illustre pas avec cette... ça, c'est une information iranienne, hein, avec un cargo militaire américain chargé d'armes chimiques qui est escorté par un bâtiment de guerre américain et qui traverse le golfe Persique actuellement. Exactement, vous faites bien d'en parler aussi, parce que là, ça laisse présager effectivement d'une tentative de maquillage et d'un scénario d'attaque à l'arme chimique qui pourrait être remonté, soit contre la Syrie, soit contre l'Iran, soit contre même la Russie en Syrie. Donc, c'est aussi, en fait, on voit ces choses qui veulent toujours, et on voit aussi à quel point leur retrait de l'accord nucléaire iranien, le fait d'imposer encore plus de sanctions contre l'Iran ou de vouloir sanctionner même les compagnies européennes qui continuent à avoir des relations avec l'Iran, etc. C'est aussi une manière d'agresser tous les pays de la région et tous ces pays qui font face et qui refusent le diktat américain et qui refusent de se soumettre et devenir un marchepied des Américains dans la région. Bien sûr, ils utilisent au maximum l'Arabie saoudite et le Qatar. La Turquie commence déjà à prendre aussi un peu ses distances par rapport à la politique américaine.
mais adopte aussi des politiques très ambiguës. Et par rapport à la Syrie, la présence turque est toujours aussi une présence d'agression. La présence américaine est une agression contre la souveraineté de la Syrie, une agression et une violation de l'ensemble des règles de l'ensemble de la charte de l'ONU. Et ça, le fait qu'ils se cherchent toujours un prétexte sous le chapitre 7 ou autre, ils continuent à chercher le prétexte, que leur présence aujourd'hui, elle est non seulement illégale, c'est une présence, une agression, une occupation, et ils doivent quitter très rapidement la Syrie, comme les Turcs, et la France qui se couche devant les positions américaines et devant le diktat américain, et elle aussi dans des situations d'illégalité internationale. Et ça, je voudrais bien que, effectivement, la politique française de ce côté se rétablisse dans un sens de respect à la fois des lois internationales, mais aussi dans le sens de respect des droits des peuples à décider eux-mêmes, et contre l'ingérence et contre l'exploitation en fait des autres pays pour eux. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas de changement radical dans la politique française, mais nous l'espérons. Nous espérons que la France ou l'État de France puisse prendre conscience de l'intérêt du peuple français, qui est un intérêt aux côtés du peuple syrien et du peuple iranien, qui est dans le respect de l'ensemble des lois internationales, de la charte de l'ONU, et dans le respect des autres peuples, et dans le respect de leurs ressources aussi, et dans l'établissement de relations égalitaires, gagnant-gagnant des deux côtés. Alors, Sarr, il y a aussi d'autres choses qui se produisent dans votre pays, d'un point de vue militaire ou d'un point de vue civil. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on a retrouvé des réseaux de tunnels des terroristes dans la banlieue nord de Homs, à Saran, et Hoche ajoute. À Saran, oui, effectivement. Oui. Mais oui, on trouve. Alors là, c'est aussi l'objet de certaines vidéos d'ailleurs que je vous ai envoyées et qui sont sur les. J'invite tout le monde d'ailleurs à voir toutes ces vidéos sur la chaîne Al-Ikhbariya syrienne. Hein. Vous pouvez les voir sur Internet, où vous avez vraiment de manière très systématique les vidéos de tous ces tunnels qui sont qu'on trouve dessous tout ce réseau de tunnels qu'on retrouve, que l'armée arabe syrienne trouve dans les villes et villages libérés, et les quantités d'armes qu'on y trouve, les quantités d'armes lourdes, et les quantités de produits chimiques, de produits médicaux, qui sont produits d'ailleurs certains en Israël, certains aux États-Unis et en France, en Angleterre, etc. Mais aussi les quantités des pléthores d'armes et de tunnels qui montrent qu'ils étaient partis quand même pour faire la guerre pendant des dizaines d'années, parce que ces armes, elles sont encore dans leur paquet dans leur neuf, qui n'ont pas été défaits. Hein. Donc, et on en découvre tous les jours. Donc, sans parler, bien sûr, on en avait parlé aussi pour la route. Ça continue dans la route à Est aussi, les tonnes d'armes qui sont découvertes. Hein. Et plus des munitions, plus des produits chimiques, plus ce qu'il faut pour fabriquer des véritables usines de têtes de missiles,
et puis à côté avec des produits, des poisons pour mettre dans les têtes de missiles. Comme ça, si les gens ne sont pas morts avec l'explosion elle-même, ils meurent avec les effets des produits toxiques qu'ils diffusent. Donc tout ceci, ça montre que ce n'est pas ni une révolution, ni que ça a été pacifique, ni que ça a été fait au moment même en 2011, mais que ça montre qu'il y a une préparation depuis des années auxquelles participent les services de renseignement et les services secrets de tous les pays occidentaux qui aujourd'hui sont les ennemis de la Syrie et font la guerre à la Syrie. Tous les pays de l'axe de l'OTAN, donc, et leurs instruments dans la région, qui sont l'Arabie Saoudite, le Qatar et Israël, bien sûr, qui est un pays de l'OTAN sans le dire, mais qui est toujours là. Alors nous approchons du terme de ce CITREP, hein, à la fin de ce CITREP. Donc on va assez rapidement passer sur les éléments qui restent à évoquer. Mais c'est des bonnes nouvelles, enfin des relativement bonnes nouvelles pour certains, comme par exemple le retour des réfugiés syriens venant du Liban, hein, dans leur village et d'autres retours de civils chez eux, hein, tout simplement. On a l'Irak qui veut construire un mur entre l'Irak et la Syrie pour sécuriser sa frontière, sachant qu'effectivement, on l'a évoqué dans les précédents CITREP, il y a une poche de Daesh qui s'est adossée sur la frontière syro-irakienne, côté syrien, protégée par les Américains. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les forces aériennes irakiennes, avec l'autorisation bienveillante de l'armée syrienne, de bombarder le fief Daesh sans que les Américains aient le temps de réagir pour les défendre. Ce qui est une très bonne chose, hein, puisque même si l'armée syrienne ne peut pas intervenir sans risquer d'être frappée par les forces américaines, les Irakiens en profitent et géographiquement ils ont cette occasion-là de le faire. Alors, on va parler de l'aspect civil en Syrie. Vous me disiez en préparant ce CITREP que le gouvernement a décidé d'élargir l'accès aux études supérieures par les conditions d'admission aux enfants victimes je dirais de la guerre, c'est-à-dire les orphelins, les gens qui ont été blessés ou des gens comme ça. Oui, alors je vais en parler un peu de l'ensemble des questions que vous venez d'évoquer. D'abord, effectivement, retour des réfugiés qui étaient syriens au Liban, qui étaient à Afsal, du Qalamoun, donc ils sont retournés dans leur village, pas la totalité, mais déjà 500 personnes parmi eux. Et donc, le mouvement du retour a été amorcé et ils reviennent chez eux. Ça, c'est une très bonne chose. L'État syrien appelle aussi l'État libanais à aider et à faciliter le retour de ces personnes, puisque il pose problème pour le Liban. Mais en fait, certains responsables libanais ont cette position qui est double. Qui est de dire notre économie est en difficulté, nous ne pouvons pas supporter le poids des réfugiés syriens, et de l'autre côté, ne pas laisser les réfugiés syriens repartir chez eux, puisque c'est quand même ils font l'objet d'aide internationale pour les pays qui accueillent les réfugiés. Donc ce discours double, excusez-moi, et ça pas seulement, oui. C'est-à-dire que c'est un argument des Occidentaux pour pouvoir désigner le gouvernement syrien comme étant coupable de chasser son peuple, de le tuer, etc. Parce que si évidemment les réfugiés commencent à rentrer, le discours occidental il tombe à l'eau, hein.
automatiquement. Oui, tout à fait. Mais aussi, il faut savoir quand même que ce même Occident, il favorise justement la sortie des réfugiés en les appelant, en disant oui, nous allons vous protéger, nous ceci, nous cela. Et puis en même temps, les pays qui accueillent les réfugiés ont des subventions aussi bien de l'Arabie saoudite, mais aussi des instances internationales, de l'ONU, hein. Il faut le savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Jordanie refuse que les réfugiés rentrent en Syrie, alors qu'ils sont en train de les blackmailer et de les exploiter et puis de les maltraiter, d'ailleurs. Ils sont dans des conditions complètement inhumaines, ces gens-là. Il faut rappeler d'ailleurs que les enfants, même les enfants, les filles, subissent l'exploitation sexuelle, hein, c'est-à-dire que certaines sont vendues à des riches hommes d'affaires saoudiens ou à des riches hommes d'affaires en général, et c'est ignoble, hein, c'est complètement ignoble. Tout à fait, et elles sont envoyées dans des réseaux de prostitution, aussi bien les filles que les femmes, que les enfants, dans les pays du Golfe. Ça, c'est donc un point important. Deuxième point important, il y a un retour des habitants de Daraya dans la banlieue de Damas aussi, à leur ville, et ils en sont ravis aussi. Donc ça, tous ces mouvements de retour sont très importants, mais aussi l'État syrien appelle tous ses citoyens, tous les citoyens syriens, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit à revenir au pays et à dire la Syrie, c'est quand même votre pays à tous, et puis c'est là où vous serez respectés. Donc, un appel solennel lancé par l'État syrien pour le retour de l'ensemble de ses citoyens, exilés, réfugiés, etc., qui commencent d'ailleurs à déchanter sur les promesses qui ont été faites par l'Occident et par certains pays comme le Canada, etc., sur la qualité de vie qu'ils leur assurent pour les appeler à quitter la Syrie. Bon, donc maintenant, appel clair de l'État syrien à tous ses citoyens pour revenir en Syrie. Dernier point, vous aviez parlé aussi, on a parlé des retours et des villes qui se construisent en Syrie, donc retour à la vie normale. On voulait parler aussi de l'ensemble des activités culturelles et des festivités. Je peux vous dire que pendant tout le mois de juillet et août, toutes les villes qui ont été libérées voient un foisonnement d'activités culturelles et de spectacles et de festivals, en fait, de musique et danse et chant et autres, qui est rien d'autre qu'un hymne à la vie auquel participe la population et par lequel la population célèbre le retour à la vie normale dans ces villes, mais aussi leur mobilisation pour reconstruire le pays, et puis surtout pour aider les uns les autres, pour aider les blessés de guerre, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important, et c'est un climat qui est absolument grandiose en Syrie, et je regrette beaucoup d'être en France pendant cette période et de ne pas y participer. Dernier point, pardon, oui, vous aviez parlé de l'extension justement pour l'accès à l'université à tous les enfants des martyrs et des blessés de guerre en Syrie. Je voudrais dire que aussi hier, le président lui-même et sa femme, ils ont reçu les blessés qui ont persisté dans l'enseignement et qui ont pris sur eux aussi et continué leur formation.
Donc, ils ont reçu hier un bouquet de blessés qui ont réussi le bac ces derniers temps, donc malgré leurs conditions difficiles de santé et de difficultés. Donc voilà, et une manière d'encourager tout le monde à continuer son éducation et à se former à la vie nouvelle avec ces différentes les handicaps nouveaux s'il y en a, mais en fait la vie est là et on s'adapte pour vivre mieux et pour vivre avec et pour être un élément productif dans une société de production et de reconstruction et surtout de liens sociaux importants. Alors Essar, pour terminer ce site rep, il y a 3 derniers éléments que vous m'avez transmis. C'est la mise en place d'une entrave suite en fait à l'occupation de certaines zones en Syrie par les terroristes et leur comportement et leurs pratiques. Donc une entrave à la prolifération de mariages entre adultes et mineurs qui sont considérés comme hors la loi. Donc c'est un décret présidentiel avec sanction qui est sorti. Ensuite, oui. Le président Assad annonce les élections des conseils locaux en septembre prochain. Et puis enfin, la déclaration assez étonnante, suspecte, je dirais même, de John Bolton, hein, qui est un ultra-conservateur, je dirais, va-t-en-guerre, sur Bachar al-Assad. Hein, c'est suite à la réunion entre Bolton et Lavrov qui prépare en fait la rencontre de Trump et Poutine le 16 juillet prochain. Ouais. Oui, voilà. En fait, effectivement, alors pour prendre la première déclaration, c'est qu'il y a effectivement un décret présidentiel qui interdit les mariages hors des instances officielles, des institutions qui sont habilitées à le faire. Donc là, c'était effectivement pour répondre à une prolifération de mariages des filles, enfin des filles et peut-être des garçons, j'en sais rien, mais des mineurs. Donc qui étaient faits de manière assez systématique dans les lieux où régnaient les terroristes, de manière à pouvoir les terroristes alimenter, comme on disait tout à l'heure, des réseaux de prostitution ou voler les filles ou violer, etc. Bon, donc ça c'est un premier pas, je dirais, dans l'amélioration totale dans les différents coins de Syrie des conditions de mariage. Il y a une loi qui existe, hein, qui interdit le mariage des mineurs, mais on se retrouve effectivement devant une situation où beaucoup de mariages ont été faits hors institution. Or là, c'est punir les mariages qui sont faits hors institution comme si c'était un délit. Voilà. Donc, un délit important. Donc ça, c'est un point qui est très important socialement. Le deuxième point, on avait parlé de John Bolton qui dit que Assad n'est pas stratégiquement l'ennemi des États-Unis. C'est un retour arrière ou peut-être une ouverture ou une porte entrouverte pour un dialogue avec la Russie. C'est pour montrer que de toute façon, leur objectif n'est pas de faire chuter Assad, mais... Ça, c'est les déclarations premières, c'est-à-dire que il faut se méfier avec ces genres de déclarations parce que elles sont suivies souvent d'actes contraires. Hein. Tout à fait. Donc, on connaît par la pratique les Américains qui disent toutes les choses et qui font le contraire des choses. Mais en fait, c'est une déclaration qui est dans le cadre d'une préparation de rencontre de Lavrov-Poutine, de Trump-Poutine, donc qui était faite par Lavrov et Bolton. On peut espérer que c'est positif. Oui. Et
bon, bien que il faut toujours rester sur ses gardes avec les Américains, impérativement. Absolument, absolument. Oui. Faut pas prendre Non, ça mais pour argent comptant, hein. Ça c'est clair. ouais, je crois que les Russes le savent bien, les Syriens aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi Le comme président dernier Assad qui annonce des élections de conseils locaux Ah en oui, septembre les prochain. élections des conseils locaux en septembre prochain. Voilà. Ouais. Donc là, c'est rien de plus, hein, ce sont des choses. Mais bon, tout ce qu'on peut dire, effectivement, que de toute façon, le triomphe de la Syrie continue, que la Syrie triomphera, et il ne reste plus que des jours comptés pour Deraa malgré le sursaut final des Israéliens et de leurs proxy terroristes dans la région. Donc il leur donne une piqûre d'alimentation, mais bon, c'est une surdose d'excitants. ça ne les sauvera pas, ça ne Oui. les sauvera pas de toute façon. Donc la victoire, elle est imminente. La libération de Deraa est dans quelques jours. Je suis sûr qu'au prochain CIPREP, on parlera de la libération totale de Deraa. Puisque de toute façon, même les Israéliens, ils en ont fait leur deuil, hein, puisqu'ils recommencent ils redemandent et ils exigent. En 3 jours, Netanyahou a appelé 2 fois au redéploiement des forces de l'UNDOF et de l'application de l'accord de 74. Donc, même ceux-là, ils ont déclaré forfait, fort heureusement. En espérant que, voilà. En espérant que la mobilisation des forces israéliennes sur le Golan occupé ne soit pas le prémisse à une attaque contre les forces syriennes, hein, parce que... Écoutez, ça sera eux qui seront perdants. Enfin, moi, je voudrais bien qu'ils le fassent. Honnêtement, ça sera leur perte. Ils courent à leur perte. Donc, non seulement on n'a pas peur, mais on voudrait qu'ils le fassent. C'est bien. Ça sera vraiment la perte d'Israël de toute façon. Et il faut qu'ils jouent avec le feu comme ça et ils continuent, c'est bien. Ce sont eux qui ont peur à la fois de la Syrie, ils ont peur du Hezbollah et ils ont peur de l'Iran. Sinon, pourquoi ils sont en train de prétexter de tout ça? Enfin, c'est complètement... Oui. Donc, voilà. Mais et puis je peux vous dire que pour moi la libération du Golan est aussi très proche. Donc je l'espère en tout cas. C'est bien qu'il provoque comme ça. C'est très bien. Donc voilà, je vous dis bon là pour conclure. Je voudrais rassurer tout le monde, tous les amis de la Syrie, les vrais amis de la Syrie et amis du peuple syrien, que de toute façon la Syrie vaincra, qu'elle se reconstruira et que avec cette poussée populaire importante et avec cette unité de la population, avec l'armée, avec la direction, et les différentes forces alliées, nous arriverons à nous reconstruire, nous arriverons à nous libérer de tous ces terroristes et nous essaierons, je l'espère, nous essaierons de penser toutes les blessures. Il y a des blessures qui ne se pensent pas ou qui ne peuvent pas disparaître et qui sont indélébiles. Ce sont les gens, l'ensemble des martyrs qui sont partis, l'ensemble des familles qui ont perdu leurs enfants et dans cette guerre, qui ont perdu des gens qu'ils aiment et des membres de leur famille. Oui. Mais les guerres sont comme ça, et puis nous, on est en train de se défendre dans cette guerre juste contre des agresseurs qui sont venus du monde entier. Mais nous réussirons, nous vaincrons par la détermination. Oui, et quant à nous, on va continuer de se jouer de ces gens qui essayent de nous empêcher d'enregistrer ce CITREP. Hein,
Donc rendez-vous au 43e, hein, tant bien que mal. Oui, oui. Voilà. Ok, absolument. Merci d'avoir réagi extrêmement rapidement pour donner réalité à ce site rep, de supporter un inconfort évident dans ce cybercafé, pour nous donner Oui. ces informations absolument fondamentales sur ce qui se passe en Syrie. Que beaucoup. aucun média mainstream se garde bien de donner. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je vous remercie aussi, Tom, beaucoup. Merci Et Essar, merci beaucoup de tous ces efforts parce que c'est très important. merci bien. Merci bien. Voilà. Enfin, c'est important pour que triomphe la vérité, à vrai dire. Oui. C'est ça le problème. Et c'est qu'on veut cacher la vérité au peuple et on veut les maintenir dans une obscurité et obscurantisme total. Entretenu. Ouais. Voilà, complètement. Merci beaucoup. Merci Essar, à bientôt au prochain site rep, le 43e du nom. Au revoir. Merci, au revoir.